Gaspé. Merci, Mme la Présidente. Bonjour tout le monde. Très heureuse de poursuivre les crédits en économie aujourd'hui avec le ministre, ses équipes et les homologues des autres partis. Je vais prendre la balle au bon. Je trouve ça très intéressant ce que la collègue vient d'amener concernant la recherche. Et comme le ministre va éventuellement reprendre, en tout cas, on ne sait pas exactement comment ça sera redistribué, mais demain, on sait que c'est le ministre de l'Économie qui va prendre le développement économique régional. Je vais en profiter pour simplement le questionner à ce sujet-là parce qu'on sait que c'est difficile d'aller chercher de la relève en recherche dans les universités de région. Et j'aurais souhaité savoir s'il y a des incitatifs qui sont déjà envisagés. On a parlé de bourses pour la recherche dans les CCTG. Est-ce qu'il y a d'autres incitatifs qui pourraient être mis en place? Parce que, je ne sais pas si mon centre de recherche fait partie de ceux que vous avez visités, mais Energica est un très bel exemple là, de ce qu'on est capable de faire à Gaspé pour améliorer la transition énergétique, notamment. C'est en fait l'ancien technocentre éolien. Donc, moi, ça m'intéresse particulièrement de savoir si on va essayer de décentraliser ou du moins d'attirer plus de promouvoir la création de chaires de recherche en région. Bien, oui, je pense que c'est conséquent avec ce qu'on a discuté tantôt, mais effectivement, je pense que la solidité d'une entreprise va en grande partie être ancrée sur l'application, l'innovation qui l'entoure. Puis je pense que si on veut survivre ici au Québec, considérant notre régionalité, il faut je pense à Mérinov, là, je ne connais pas celle que vous avez mentionnée, je connais Mérinov, là, parce que récemment j'étais là, mais des projets comme ça en région sont essentiels, je pense, pour créer la main-d'œuvre qualifiée, puis créer l'avantage comparatif peut-être aussi de certains secteurs industriels. L'autre est mentionné, les fameuses pales d'éoliennes. Mm-hmm. Alors, oui, je pense qu'on doit, d'ailleurs, la stratégie de développement régional, qu'on va continuer, là, ma collègue avait commencé, on va continuer dans ce sens-là avec Madame la ministre déléguée. On doit absolument, pour permettre l'emploi en région, offrir que les jeunes en recherche soient là puis veuillent vouloir continuer dans les régions. C'est clair, ça va passer par là. On ne va pas être partout, mais il faut trouver des pôles thématiques. Dans votre coin, bien, oui. Il y en a un au niveau des industries halieutiques qui serait pas mal logique. Absolument. Puis je pense aussi à l'érosion des berges, qui est un sujet chez nous. L'érosion des berges, c'est vraiment très problématique dans ma région et bien d'autres. Donc, c'est clair que pour moi, il y a un beau potentiel de développement en recherche là, dans les régions et je pense que ça vaudrait la peine que le ministère s'y attarde particulièrement. Je vais aller dans les sujets que j'avais pour nous ce matin parce que, bon, le ministre de l'Économie a déjà confié être allergique au mot subvention. Donc, pour soigner ces symptômes, il nous a inventé le concept de prêt pardonnable. Et le problème, c'est c'est difficile, disons, de savoir comment le ministre s'y prend pour prescrire les prêts pardonnables. On a parlé de dossiers de crédit exemplaires. Il faut que l'entreprise soit capable de débourser 10 millions dans le projet. Qui pourrait recevoir le pardon? Elle doit avoir créé un certain nombre d'emplois payants ou conserver des emplois. Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, c'est encore assez flou. Mais ce qu'on en comprend rapidement comme ça, c'est qu'une entreprise doit avoir une situation financière assez bien là, pour pouvoir toucher à ces prêts-là. C'est comme à se demander si finalement le programme avait été imaginé pour des entreprises qui n'en ont pas besoin. Mais ça, c'est ma petite parenthèse. Peut-être que le ministre pourrait nous donner là, un peu plus d'éclaircissement sur les critères qui encadrent les prêts pardonnables. Je pense que la première chose, j'aimerais dire, c'est que le prêt pardon, on a le programme Sprint qu'on a appelé, là, puis vous allez voir sur le site web du ministère, je pense que c'est bien décrit. Ce programme-là, il faut le comprendre, il a été créé pour un objectif très spécifique. Nous voulions, d'une part, permettre l'innovation en entreprise de façon relativement substantielle, minimum 10 millions. Et d'autre part, nous voulions augmenter le salaire moyen en supportant des entreprises qui vont pouvoir payer nos employés, nos Québécois, à un salaire minimum, là, je pense que c'est 55 000 qu'on a mis sur la feuille. Là. Donc, il y a deux critères. Création d'emplois bien rémunérés, je pense que ça mérite une subvention. Et d'autre part, si l'entreprise investit plus que 10 millions, consolide des postes, parce que souvent, ce n'est pas des nouveaux postes, mais on solidifie une base et on peut augmenter un peu les salaires, parce qu'en bout de piste, si on est plus productif avec le même nombre d'employés,
on peut payer plus d'argent pour avoir plus de profit. Alors, tu sais, c'est une roue qui tourne. Alors, ce projet-là, il est très central, très, très central au développement économique du gouvernement. À date, on a peut-être une vingtaine de ça qui ont été faites. Il va en avoir combien? On l'a ouvert pour 1 an. On va voir ce qui va arriver. Mais ça n'enlève pas que des entreprises qui ne seraient pas nécessairement éligibles au programme Sprint, du prêt pardon, pour avoir d'autres choses. C'est pas on est pardon, on n'a rien. On a Investissement Québec, vous vous rappelez, on a créé Investissement Québec régional, on a les MRC avec Accès Entreprises Québec, on a les fonds locaux d'investissement. Donc, on a un paquet de menus disponibles des entreprises, mais je dois avouer que celui-là, le programme Sprint, là, le prêt pardon, je trouve qu'il est intéressant parce que ça accomplit 2 objectifs. Et d'autre part, pour conclure, on le fait a posteriori. Le problème des subventions dans le passé, c'est qu'on donne une subvention, vous venez me voir, je vais créer des jobs parfaits, on donne 2 millions. On arrive après 2-3 ans, c'est pas fait. Là, pardon, ça se fait a posteriori. Vous me dites, on va créer des jobs parfaits, dans 5 ans, on ajustera. Mais est-ce que le ministre est d'accord que quand on demande à des entreprises de créer des emplois, mais là on parle des emplois payants, mais à coût quand même de dizaines, voire de centaines d'emplois, pour accéder à ce pardon-là, on ne s'adresse pas beaucoup, ou en tout cas, on n'est pas, c'est pas les prêts pardonnables ne sont pas très accessibles là, pour les PME. Puis on s'entend que les PME sont 99,8 % des entreprises québécoises. Alors, est-ce que finalement, le prêt pardonnable, est-ce qu'on pourrait me donner un exemple de PME qui pourrait accéder à ces prêts-là, là? Écoutez, c'est tous les PME qui peuvent investir 10 millions. 10 millions, c'est un gros montant, mais c'est pas si gros que ça. Mais je vais répondre différemment à votre question. Parce que la question, c'est est-ce qu'on est capable d'aider les entreprises qui n'ont pas nécessairement la capacité de dépenser 10 millions sur un projet? La réponse, c'est oui. Je regarde, j'avais dit ça semaine passée, mais je regarde, là, j'ai les chiffres récents de l'année complète. Cette année, le fonds FDA, comme vous savez, c'est le fonds de développement économique géré par le ministère de l'Économie via Investissement Québec. On a 68 % de nos interventions qui sont des entreprises à moins que 50 employés. Bon, là-dedans, il y a tous les prêts pardon, probablement pas beaucoup, il y en a un peu. Mais il y a d'autres choses. On fait des prêts quand même, on a des prêts de redevance, on a d'autres formes d'assistance, du capital patient. Donc, je pense qu'on est capable de démontrer cette année une hausse importante. Là. On parle de 1000 entreprises 1000 interventions qui ont été faites en 2020-2021, alors que la moyenne avait été de près de 200-300 dans les 4 années précédentes. Il y a eu la COVID, c'est sûr qui aurait requis une plus grande intervention, mais il demeure pas moins que nous sommes présents avec les PME et que nos programmes doivent être ajustés. Donc, je pense que Sprint est un bon programme. Si les PME qui ont des projets à 5 millions, on va les aider différemment. Je pense qu'on est capable de s'ajuster par rapport aux besoins des PME, puis il faut aider les PME. Oui, il faut aider les PME. Ça, j'aime ça. Je vais accrocher, je pense, sur cette citation-là en plein vol pour parler finalement de l'ARAM, qui est une autre forme d'assistance qui est temporaire, on comprend, là, étant donné la crise COVID, mais qui finalement se poursuit. Là. On a reconduit le programme encore cette année et plusieurs nous ont dit qu'il y avait de la difficulté à s'adapter aux critères pour multiples raisons. Puis là, je vais y aller dans des cas assez concrets pour qu'on puisse regarder ensemble les propositions qu'a le ministre dans ces situations-là. Parce que la semaine dernière, le ministre a affirmé que les commerces de détail avaient droit à une aide à travers l'ARAM, mais cette aide-là n'est pas adaptée à ce secteur-là précisément parce qu'on sait que les pertes qui sont entraînées par les inventaires qui ne sont pas écoulés, donc tout ce stock-là, ils sont pris avec et c'est bien difficile là, de le projeter dans les autres saisons. Il n'y a aucune aide là, en ce moment pour pallier à ces inventaires-là non écoulés. Alors, ça, on sait que ça peut facilement mener à une faillite pour un petit commerce. Là. Est-ce qu'on peut s'engager à une forme d'aide plus adaptée pour soutenir les commerces de détail qui, je le dis, animent toutes les régions du Québec? Écoutez, c'est sûr que quand on a annoncé les zones rouges, noires, l'ERAM bonifié, on avait en tête les restaurants, parce que dans leur cas, il y a eu une réouverture, une deuxième réouverture, puis il y en a une troisième. Alors, c'est sûr que dans ces cas-là, tout ce qui était inventaire périssable devenait un enjeu. Donc, c'est clair qu'il y a un mois, on a fait l'ajustement, on s'est dit, OK, ceux qui vont réouvrir 2 fois, puis qui se sont fait dire de fermer rapidement, ont un problème. Alors, avec mon collègue Mario Limoges, qui est ici, sous-ministre adjoint aux entreprises, on a ajusté la rame pour rapidement
donner ce support-là. Ce qu'on a fait pour les autres, c'est qu'on dit on donne 15 000 de remboursement de frais fixes pour ceux qui ont fermé en bas de 90 jours, 30 000 en 90, 180, puis 45 000 en haut de 180. Donc, des commerces qui avaient été fermés assez longtemps ont droit, en plus d'avoir le 15, 30 ou 45. Et ces dépenses-là, pour être éligibles, on parle des dépenses complémentaires à ce que le fédéral rembourse. Donc, on parle de loyer. Donc, il y a un moyen, je pense, d'aller chercher un peu d'argent quand même pour les commerces qui ont été fermés, de dépenses qui ne sont pas remboursables par les programmes fédéraux. C'est ça, parce qu'en fait, inventaire périssable, là, c'est très, très subjectif, là, parce que des manteaux d'hiver pas vendus là, dans la saison d'hiver, pour moi, c'est périssable. On ne pourra pas les revendre de sitôt. Alors, on est prêt avec ça, puis on nous dit que l'aide présentement ne leur permet pas de pallier à ces pertes colossales. Plusieurs commerçants aussi, surtout en région, en tout cas notamment en région, sont propriétaires de leur local aussi. Donc, l'ARAM ne couvre pas les hypothèques. Est-ce que le ministre est prêt à ajuster son programme pour soutenir un plus grand nombre de commerces? Je vois de mémoire, je n'ai pas juste en tête, mais si l'entreprise est propriétaire, elle n'a pas d'hypothèque, mais elle va avoir quand même des dépenses de taxes, des dépenses liées au... excusez, je recommence. Si le commerce loue, il y a fait de loyer, donc des éligibles. Si la propriétaire détient son commerce, il va avoir d'autres dépenses, taxes, intérêts. Donc, rien pour l'hypothèque. Hein? Donc, rien pour l'hypothèque comme telle. Pour le capital, non. La partie intérêt, oui. Je vais aller de mémoire. L'intérêt, tu quoi? Hein? L'intérêt, oui, il me semble. Le capital, non, parce que le capital, si je paye mon hypothèque, je paye le capital, c'est de la valeur que je crée l'hypothèque. Je pense que le loyer versus hypothèque et taxes devrait être un peu équivalent. OK. Il faudrait voir avec les propriétaires de ces... Puis un commentaire sur ça, je pense que les banques ont quand même... Moi, j'aimerais remercier les banques. Les institutions financières, souvent, on les traite méchamment, là, mais plusieurs ont ajusté les remboursements qui sont dus par les propriétaires d'immeubles. Ils ont donné un moratoire. Alors, je pense que, bon, il repousse plus tard, là, mais il y a quand même eu au niveau de la liquidité, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui ont aidé aussi de la part des institutions financières. Parce que, je le rappelle, là, je reprends vraiment oui, merci Mme la Présidente, 2 minutes. Donc, je reprends vraiment ce qui nous est confié là, par les gens sur le terrain, les commerçants, dont justement des entreprises qui ne sont pas couvertes parce qu'elles n'ont pas été fermées par le décret du gouvernement, mais on s'entend que des entreprises de sonorisation et éclairage, quand le culturel était pas mal à zéro là, sur le neutre, on n'avait pas besoin de ces services-là. Il faut dire qu'en région, il n'y a pas autant de potentiel de débouchés présentement. Donc, il y en a plusieurs qui quittent. On perd des talents présentement là, qui vont vers les grands centres. Est-ce que, justement, l'ARAM pourrait être plus flexible puis qu'on rende admissible à un plus grand nombre d'entreprises, dont les milieux culturels et corporatifs, donc qui pourraient être élargis jusqu'à eux, là? C'est sûr que la décision qui a été prise quand on a créé l'ARAM, c'était pour dire ceux qui sont sujets à un décret ministériel de fermeture sont éligibles à l'ARAM. C'est facile à réguler hein, parce que c'est par décret. On a fait des exceptions, par exemple. Les restaurants, par exemple, ne sont pas fermés totalement. Hein. Ils font de la livraison, ils font de la prise en charge. Les traiteurs, on a inclus aussi. Écoutez, à ce stade-ci, je ne pense pas qu'on veuille changer la définition. Par contre, je pense qu'on va toujours réaliser ou comprendre que les FLI, les fonds locaux d'investissement, ont une latitude. M. Limoges et son équipe donnent la latitude aux FLI de pouvoir faire des aménagements. Bon, je ne veux pas que ça soit pris comme étant on va dire oui à tout, là, mais on est réaliste. Une personne qui a un prêt du FLI dans le programme POPME, qui n'a pas d'ARAM, donc qui rembourse son prêt, à un moment donné, il va falloir voir comment le prêt va être remboursé. On n'ira pas fermer les établissements à qui on a prêté parce qu'on va leur payer. Là, je ne veux pas dire qu'on va donner un congé, là, mais on laisse beaucoup de flexibilité au FLI parce qu'ils sont dans les régions sur place pour s'ajuster avec les entrepreneurs pour voir comment on peut s'arranger. Je pense que ça, c'est une réponse générale, mais je pense que cette approche-là, je pense qu'elle va fonctionner.